semaines, mais que c'était dangereux. Quand ils n'ont pas la norme CE, ça veut dire qu'il faut avoir des produits qui ne sont pas bons pour les enfants, on peut mal respirer, les morceaux ils peuvent se détacher, on peut les avaler. Tout simple. Oh, regarde, on va avoir un petit orchestre. Bien prévu? Ah, si vous voulez pas voir ma oreille, non. Je sais pas si c'est l'amical. Maintenant, on va jouer là-bas. C'est le concept. Tu sais qu'il est des clarinettes, un moment va falloir se rapprocher les gens. Et là, ça va faire plus moyen. Tu vas trop loin? J'étais là en première. Ah non, 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 là, c'est C'est là où il s'épanouit. Bah non. Bah non. avance un pas, Marie. Voilà, Il manque de gens devant un peu là. Oh, oh. Non, non, ça fait. Hey. Il y a un âge autorisé pour faire ça. Vous n'avez absolument pas tous les trois. Non, non. Ni toi, Élise. Oui, oui. Je vais éviter de me vautrer. Ouais. Madame, ça va bien? Comme vous, hein? elle était bien là, elle s'est dilabée. Ok. On se rapproche un peu là. Rapprochez-vous un peu là, les basses. Hein. Ah oui, allez, allez. Allez, on fait deux belles premières rangées là. Bonjour. Très bien, vous? Ça va, merci.
pas de stress. Parfait. Bonjour, vous allez pouvoir vous mettre en place pour le début de la commémoration. Commémoration du 107e anniversaire de l'armistice de 1918, avec la participation de l'Harmonie de Villabé. Garde à vous! Levée des couleurs. Repos. Lecture d'un texte et d'un poème, La paix, par les enfants du CME. Le 11 novembre. Le 11. Le 11 novembre 1918, à 11h du matin, le silence est fait sur les champs de bataille. La paix est revenue sur une Europe épuisée et blessée. Des millions de soldats ont combattu, parfois très jeunes. Des hommes qui venaient de toute la France, mais aussi d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Beaucoup ne sont jamais revenus. Nous pensons à eux et à leurs familles. Nous voulons aussi rendre hommage aux femmes. Elles ont tenu bon à l'arrière, elles ont travaillé dans les usines, dans les champs, elles ont soigné les blessés et fait vivre les familles. Elles ont été courageuses, fortes et indispensables. Tout le monde était uni dans un même espoir, celui de la liberté. Se souvenir, c'est rendre hommage à ces vies perdues, mais c'est aussi apprendre du passé pour ne jamais revivre la guerre, et c'est réconcilier avec les ennemis d'hier. Aujourd'hui, nous voulons parler de la paix. La paix, c'est apprendre à se comprendre, à s'écouter, à respecter les autres. La paix commence dans les petites choses du quotidien. Un sourire, une main tendue, un mot gentil. La paix
c'est toujours refuser la haine et la violence et choisir le dialogue et la fraternité. Nous, les enfants d'aujourd'hui, voulons construire un monde plus juste où tous les peuples peuvent vivre ensemble dans l'amitié. En ce 11 novembre, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que la paix triomphe et nous promettons à notre tour de la faire vivre chaque jour. Dans la maison de mon enfance, il y avait un grand miroir où le soleil venait s'asseoir dès qu'il entrait par la fenêtre dans la maison de mon enfance. Il y avait au fond du parc un vieux bassin couvert de nénuphars où venaient boire les colombes. Dans la maison de mon enfance, il y avait un grand pommier dont les fleurs faisaient un collier à la statue de la Vierge. Dans la maison de mon enfance, il y avait l'amour, la foi, le pain, le feu, la paix et moi. La paix de Maurice Carême. Lecture d'un texte par les enfants de l'association Les Ambassadeurs Juniors de la Paix. Le 11 du 11e mois, à la 11e heure, dans le grand vent d'automne et la brume qui pleure, sais-tu soudain le canon, las d'avoir tant grondé, et le monde étonné s'est arrêté de saigner. Les cloches ont sonné dans les villages, les femmes ont levé les yeux vers le ciel clair, les enfants ont couru riant dans les prés, ne comprenant pas encore que la paix venait de naître. Et les soldats debout dans la boue des tranchées ont laissé tomber leurs armes fatiguées. Le silence leur a paru étrange, comme un rêve d'espérance. Sur la terre, afin apaisée, le soleil se levait rouge et doré, et les mères ont pleuré leurs fils. Mais leurs larmes étaient de paix, non plus de guerre. Le 11 novembre, chaque année, nous écoutons ce silence immense, et dans nos cœurs doucement se lève la voix de la France. Souviens-toi des hommes tombés pour que jamais ne meure la liberté. L'armistice de 1918, Joseph Vassal. Lecture d'un texte du président national de l'Union nationale des combattants. 11 novembre 2025, commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Si le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix, il est aussi celui de l'hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, dans tous les conflits auxquels a participé notre pays, des plus anciens aux plus récents. En 2025, dans le cadre du cycle mémoriel du 81e anniversaire de la libération de la France, nous avons honoré plus particulièrement toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour qu'elle soit, le 8 mai 1945, à la table des vainqueurs. Dans ce contexte, honorons plus particulièrement la mémoire méconnue des malgré nous, celle de nos concitoyens issus des actuels départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, enroulés de force de 1942 à 1945 dans les armées du régime nazi et victimes directes, avec leurs familles, des tribulations historiques de leur religion. Sur 130 000 malgré nous, 30 000 sont morts au combat ou sont portés disparus, principalement sur le front de l'Est. D'autres sont morts dans les camps soviétiques. La mention « Mort pour la France » a été attribuée à certains d'entre eux. Elle figure désormais sur les monuments aux morts de leur ville et villages d'origine, à côté de leur nom. N'oublions pas non plus les morts pour la France, d'Indochine et de Corée, ainsi que d'Afrique du Nord, militaires de carrière,
engagés volontaires, appelés et rappelés du contingent, harkis, supplétifs et civils, pieds noirs métropolitains détachés, religieux. Plus près de nous, saluons nos OPEX morts pour la France. Près de 700 femmes et hommes depuis 1963, dans le cadre de plus de 130 opérations extérieures menées par la France de par le monde. Les unes sous casque bleu, dans le cadre du maintien de la paix et de missions de l'ONU. Les autres dans le cadre d'accords de défense avec des pays amis ou de la protection des intérêts de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier en particulier les 58 morts du Drakkar à Beyrouth en 1983, et de même les 90 des nôtres qui ont donné leur vie en Afghanistan, dans le cadre de l'engagement de la France au sein des forces internationales d'assistance à la sécurité sous pavillon OTAN, de 2001 à 2014, aux côtés des forces américaines et alliées. En cette période troublée, pensons à toutes celles et à tous ceux que nous venons d'évoquer. Suivons leur exemple. Donnons un sens à notre vie en les honorant et en transmettant leur exemple à nos enfants. Pour que vive une France unie autour de ses valeurs traditionnelles et fière des 3 couleurs de son drapeau qui résument son histoire. Vive la République, vive la France. Général de corps aérien Hervé Longuet, président national de l'UNC. Garde à vous! Lecture du message officiel de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Monsieur Johan Mougenot, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires, ceux des incorporés de force, alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France.
Devenue le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Weil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisaient déjà, dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République et vive la France. Repos. Intervention de M. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes. Merci. J'aimerais qu'on débute en rendant hommage à nos enfants, en les applaudissant, ils le méritent. Ils ont lu, je crois que vous l'avez remarqué, 2 poèmes, mais la première partie du texte qui nous invitait à la paix, qui était d'ailleurs pour leur génération une forme d'engagement, a été écrite par les enfants. Donc vraiment, applaudissez-les, ils le méritent. Et puis j'ai une pensée pour mon ami François-Joseph Roux, avec qui depuis 25 ans maintenant, nous écrivons à 4 mains ces discours commémoratifs. Il y a 107 ans, après plus de 4 années de combats acharnés, des millions de vies fauchées, des familles brisées, des villages détruits, les armes se sont tues et la paix, enfin, revenait. Que reste-t-il ? Une blessure à peine refermée, de la frontière suisse à la mer du Nord, sur une diagonale de mort, de sang et de douleur, qui rejette hiver après hiver, printemps après printemps, sous le soc des charrues, des corps et des débris de toutes sortes, que l'histoire et le temps avaient ensevelis dans la terre de France. Que reste-t-il ? Des souvenirs livrés par la boue, rejoignant la mémoire collective et recomposant l'imaginaire de la France d'alors au combat. Que reste-t-il ? Des monuments au cœur de chaque ville et village, qui viennent rappeler l'ampleur du sacrifice consenti par l'ensemble du territoire et de la nation. Que reste-t-il ? Une saignée au sein des pyramides des âges, dont l'effet se fait ressentir encore dans notre génération. Que reste-t-il enfin ? Ces bleuets de France, créés il y a à peine 100 ans par Suzanne Lennart, Charlotte Malter, pour venir en aide d'abord aux orphelins, ensuite à toutes celles et ceux blessés, handicapés, qui ne pouvaient pas retrouver un travail. Et je veux remercier celles et ceux qui font des quêtes pour les Bleuets de France à chacune de nos cérémonies. Mes chers amis, qui n'entend pas la voix des perdants n'a de l'histoire qu'une vision incomplète. Qui n'écoute pas la voix des perdants n'a de l'histoire qu'un reflet déformé. L'histoire, avec un grand H, est écrite par les vainqueurs et condamne souvent ces voix, au mieux à l'oubli, parfois à la critique, quelquefois à la honte et au renoncement. L'aube du 11 novembre 1918 se lève, en même temps que les interrogations qui nourriront ce temps d'après-guerre, dont nous savons qu'il évoluera
au rythme des surdités, en un temps malheureux d'entre-deux-guerres. Ces 50 mois qui vont sur la terre d'Europe, mais essentiellement sur la terre de France, secouer une civilisation, tourner la page d'un monde et découvrir un siècle dont les mutations affoleront les sociétés humaines. La montée des périls était palpable. Les courses à l'armement rythmaient les saisons. Krupp allégeait ses aciers au camp de Châlons dans le plus grand secret. Et les 75, sans recul, terminaient ses mises au point. L'Europe aura donc la guerre parce qu'elle se prépare à la guerre. Une étincelle tombante à la frontière des Vosges, dans les Balkans ou sur les rivages d'Afrique du Nord, fera lever une fumée gigantesque qui donnera le signal de la mêlée. Ce jour-là, la France et l'Allemagne seront les chefs de camp et le duel de ces deux puissances sera le centre de la bataille. Dès 1909, dans son avant-propos à l'Allemagne impériale, Ernest Lavis entrevoyait l'issue qu'un monde perdu dans son quotidien feignait d'ignorer. En écho, lui répond le philosophe. En une minute, la tradition s'est évanouie. La volonté, l'héroïsme, l'esprit de résolution seront mis en échec par le travail mécanique de la mitrailleuse. Il va falloir avouer qu'on ne lutte pas avec du personnel contre du matériel. C'est le triomphe de la matière. Entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, cette matière va lentement et lourdement prendre le pas sur toute forme d'humanité, broyant toute parcelle de ce qui fait un homme au profit d'un mouvement irrationnel que ponctueront des noms. La Somme, Verdun, Mort-Homme, Côte 304, Champagne, Vaud. Autant de lieux où la culture de destruction et de mort prit le pas sur la vie. Autant de lieux dont la mémoire respire et transpire l'abnégation. Autant de lieux marqués par le sacrifice de générations dont les souffrances imprègnent tant les corps et les cœurs que les témoignages rapportés. Clemenceau l'affirmera. La catastrophe de 1914 est d'origine allemande. Il n'y a qu'un menteur professionnel pour le nier. Nous sommes des lapins le jour de l'ouverture de la chasse. Lui répond la voix de l'un de ceux qui perdront tout. Tout le monde connaît le jugement que le vaincu Von Kluck a porté sur le véritable vainqueur, à savoir le combattant de base français. Je le cite. Que des hommes ayant reculé pendant 15 jours, que des hommes couchés par terre et à demi-morts de fatigue puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, c'est une chose avec laquelle nous autres Allemands n'avions jamais appris à compter. C'est là une possibilité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. Le communiqué que Joffre transmet au ministre de la Guerre le 13 septembre 1914 se termine pour sa part par la phrase « Le gouvernement de la République peut être fier de l'armée qu'il a préparée ». Le deuil et la souffrance vont désormais entrer dans le patrimoine affectif du peuple de France. Veuves et orphelins, mutilés et gueules cassées, vont s'installer au sein d'une population dont l'aspiration première était une vie meilleure, portée par un progrès en constante évolution. Ce progrès, justement, qui va s'installer au cœur de la destruction humaine. Ce progrès qui va être mis à la disposition des armes de mort. Gaz, canons, moteurs, chars en sont les exemples les plus probants. Un paradoxe voudra que le développement de l'industrie de l'image nous offre aujourd'hui le reflet de ce que furent ces 5 années. Les photos, courts-métrages, montages de propagande, plus d'1 siècle après, dressent le portrait de l'horreur partagée. L'imaginaire français va donc se peupler de nouvelles entités et d'expressions. Le poilu, il y en a marre, tranché. Pas une famille qui n'ait ses points de référence. Pas une famille qui n'ait un tué. Avec mon père, comme tant d'autres d'ailleurs, nous savons ce qu'il en a coûté. Pas une famille épargnée, donc, par le tourbillon guerrier. Le 11 novembre 1918, au carrefour de Rotonde, 1,5 million de tués au combat confortent les émissaires français dans leur volonté de ne rien céder aux demandes allemandes, d'obtenir des réparations qui prennent en compte l'état de dévastation agricole, industrielle, humaine, dans lequel la folie guerrière a entraîné le pays. 4 départements reviennent dans le giron de la République. L'affront de 1871 est levé. Une série de traités, dont celui de Versailles,
rétablissent la France au rang de sa puissance. Les empires aux aigles bicéphales ont cédé devant les valeurs de la République. Pas un corps de la société française qui n'ait été épargné par les coupes claires des massacres. Paysans, instituteurs fourniront les gros, trop gros bataillons de victimes. Écrivains, peintres, artistes teinteront leurs œuvres de la hantise de ces 5 années. Le Panthéon des honneurs militaires accueillera 7 maréchaux. Et la vie politique transformée n'apportera pas à Georges Clemenceau, artisan indéfectible de la victoire française, la consécration de la présidence. Même si des années folles occuperont les esprits, le ventre de la bête sera toujours fécond, en attente de revanche. Plus d'un siècle après, mais aussi un demi-siècle de réconciliation, de paix et de progrès, l'actualité nous montre aujourd'hui la puissance du lien franco-allemand dans le maintien de la stabilité en Europe. Charles de Gaulle, Konrad Adenauer avaient tracé ce chemin. Il nous appartient, mes chers amis, tout en le maintenant, de l'adapter à un monde dont la vitesse parfois surprend, comme il nous appartient d'avoir toujours présent à l'esprit le souvenir des acteurs de ce conflit. Comme seul le destin sait les mettre en œuvre, le progrès, celui qui devait participer au bonheur de l'humanité, faciliter et simplifier la vie de chaque jour, fut de fait mis au service de la destruction de masse. L'innovation servit le retour à la barbarie, les techniques balbutiantes dans l'aviation, l'automobile, l'armement, la chimie, la métallurgie transformèrent le champ de bataille en champ d'expérimentation. Le lundi 11 novembre 1918, à 11h, ça a été redit, venu de la clairière de Rotonde, les notes simples et répétitives du cessez-le-feu, repris par tous les clairons sur le front, retentirent. Aussi rapide que l'annonce du conflit, le dimanche 2 août 1914, le vent de liesse qui s'empara des pays désormais alliés marquait la fin d'un monde sans préjuger de l'horreur de celui qui s'annonçait. La joie, bien sûr, sera éphémère. Une fois les blessures commencées à panser, un monde de péril se bâtira sur les silences, les non-dits, les voix trop vite éteintes ou étouffées, ouvrant avec rapidité la porte au nationalisme, n'attendant que peu pour virer en totalitaire. La France, quant à elle, restaurée dans sa grandeur et son intégrité territoriale, bientôt bénéficiaire du dépeçage colonial opéré en Afrique, la France donc mesura, compta, analysa. Mesura une économie bouleversée, un territoire dévasté dans son tiers où s'établissait sa richesse industrielle. Compta son 1,5 million de morts, militaires et civils, ses veuves qu'il faudrait accompagner, ses orphelins, privés désormais du soutien paternel. Analysa les mutations qui déjà traversaient sa société avant de la modifier radicalement. La France, pays vainqueur, portait à son sein les voix de celles et ceux qui, pourtant au rang des victorieux, se réveillaient perdants de 50 mois d'épreuves. L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite, assène Charles de Gaulle, lui-même rescapé de ce premier conflit, complétant que les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs. Aujourd'hui, alors que nous dépassons le siècle de mémoire, alors que nous rendons hommage aux sacrifices et aux sacrifiés, que le développement des connaissances nous permet d'analyser au plus fin les prémices, le déclenchement, le déroulement et la conclusion de ce premier conflit mondial, il nous appartient de nous interroger pour savoir si Ernest Lavis l'avait perçu. Nous ne sommes pas installés dans un confort institutionnel qui couvrirait la voie de celles et ceux que notre conscience place en situation de perdants. Déjà, en ces périodes, était repris à l'envi le slogan « Ils ne sont pas morts pour rien ». Aujourd'hui, le recul du temps nous ouvre l'espace de la réflexion et de la transmission. Transmission de ces valeurs de courage, d'abnégation et de sacrifice. Transmission de l'impératif du souvenir partagé. Transmission de l'obligation de mémoire accompagnée. Le temps des acteurs est désormais dépassé. En 2008, âgé de 108 ans, le dernier belligérant français disparaissait. Le temps du souvenir s'est ouvert dans les souterrains du fort de Douaumont lorsqu'une main innocente a déposé un bouquet sur un cercueil anonyme qui, pour l'éternité, portera sous l'arc de triomphe le souvenir de ces millions de camarades. Le temps de la mémoire est notre temps, notre aujourd'hui. Nous mourrons tous 2 fois.
D'abord, lorsque notre corps s'éteint, puis lorsqu'il n'y a plus personne pour raconter notre histoire. Vous connaissez ma passion pour l'histoire, mon inclinaison pour la transmission. Alors je le redis, la mémoire n'est pas un poids, c'est une lumière. C'est en connaissant le passé que l'on peut bâtir un avenir plus juste et plus humain. Le 11 novembre n'est pas seulement une date dans un manuel d'histoire, c'est un message vivant, transmis de génération en génération contre l'oubli, un appel à la paix et à la fraternité universelle. De trop nombreux conflits sévissent encore dans le monde, y compris ici, en terre d'Europe. J'étais il y a quelques mois sous les bombes à Kiev, aux côtés d'habitants désœuvrés et courageux. Je n'oserais dire d'ailleurs au péril de ma vie, tant ce serait inconvenant et irrespectueux à l'endroit de celles et ceux qui subissent cela au quotidien. Et ces habitants me témoignaient combien l'histoire était balbutiante, dans ses horreurs, dans ses silences, dans ses aveuglements. Ne pas oublier, mes chers amis, c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Notre pouvoir est celui de combattre l'oubli. Notre combat est celui d'entretenir une mémoire vivace dans le respect des faits et des hommes. Notre pouvoir est celui de proclamer haut et fort, par-delà le temps et l'idéologie, que seuls doivent demeurer, au-delà du combat pour la paix, une boussole inaltérable. La liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la France, vive la République. Dépôt des gerbes. Gerbes du souvenir français, déposé par M. Jacques Longuet, président du comité d'Évry-Courcouronnes. Gerbe des associations d'anciens combattants d'Évry-Courcouronnes, déposé par M. Bernard Baudet, président de l'Union nationale des combattants d'Évry-Courcouronnes. Gerbe du conseil départemental déposé par Mme Sandrine Chaumont et M. Pascal Chatagnon.
Gerbe de Monsieur Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et son conseil municipal. Gerbe de Madame Farida Amrani, députée de l'Essonne. Germe de Madame Fabienne Balussou, préfète de l'Essonne, déposée par Monsieur Johan Mougenot, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne. Garde à vous! Sonnerie aux morts. Minute de silence. La Marseillaise.
repos. Fin de la cérémonie, les autorités sont invitées à saluer les porte-drapeaux. À l'issue, les participants à cette cérémonie sont conviés à partir en cortège, accompagnés par l'Harmonie de Villabé, afin de rejoindre au foyer club Pierre Maz. Tu vois. J'ai pensé à toi tout de suite. Ouais, carrément. Moi, j'y vois la même chose avec le micro, mais. Non, là, t'as été ouais. Mathieu, j'en ai relevé quelques-uns qui ont pas pris. Ouais, carrément. Natacha et Agnès, je vais te garder pendant ma photo. Tiens, regarde, mettez-vous là, comme ça on est sûr qu'il n'y aura personne derrière vous. Vous serez devant la verdure. Attends, laissez passer les drapeaux. Bah, devant le monument aux morts, tiens. Comme ça fera un joli fond.